Les centrales au gaz, au charbon, puis à l'uranium, elles fonctionnent 24 heures par jour, sur commande, pendant des années à la fois. Donc, les éoliennes, seules, ne peuvent pas faire le travail. Il faut pouvoir accumuler l'électricité pendant qu'ils vendent fort. Bon, techniquement, c'est faisable, là, ça se fait déjà. À certains endroits au Japon, ils le font pour stabiliser les réseaux puis économiser sur le nombre de lignes de transport aussi. Okay. Les Japonais, eux, ils ont choisi des batteries au sodium-soufre. C'est le meilleur compromis prix-fiabilité. Une batterie comme celle que vous voyez actuellement, elle coûte environ 3 millions de dollars. Puis elle sert précisément à emmagasiner de l'énergie pour une éolienne, pour les périodes où il y a moins de vent. C'est le meilleur type de batterie qui existe actuellement, là, mais elle n'a pas juste des qualités, malheureusement. Son défaut majeur, c'est que le cœur de la batterie doit être maintenu à 300 degrés Celsius pour garder le sodium liquide, parce que les échanges d'ions, puis ça se fait dans du sodium liquide qui est conducteur. 300 degrés Celsius, c'est 570 degrés Fahrenheit. C'est plus chaud que votre four à la maison peut chauffer. Donc, juste pour être en opération, là, en attente, la batterie, elle consomme de l'énergie. Ça, c'est un gros défaut. Là. Il y a un dernier petit désavantage qu'il faut souligner, puis ça, c'est le plus important, c'est que les piles s'usent à l'usage, comme les piles dans nos voitures. Là. Alors, à cause de ça, pour chaque kilowattheure que vous emmagasinez dans la batterie, puis que vous récupérez ensuite, la batterie, elle se déprécie d'environ 15 sous. Ça paraît pas beaucoup, là, mais c'est 2 fois le prix de vente de l'électricité au Québec, ça. Puis tout ça, bien, c'est pour faire des réserves. Alors, d'après vous, les Ontariens, ils en voudraient combien de jours de réserve? Des vagues de froid de 2-3 jours, ça arrive quand même assez souvent, là. Donc, disons 3 jours de réserve, c'est pas exagéré, là. Alors, pour fournir 15 milliards de watts pendant 3 jours, ça prendrait environ 150 000 batteries comme celles qui viennent d'être installées aux États-Unis. Là, on parle d'une facture totale de 450 milliards. Bon, OK, ça, c'est le prix actuel, là. Le manufacturier dit qu'en fabriquant une grande quantité, on pourrait couper le prix à peu près en 3 à la longue, là. Alors, on va être beaux joueurs, là. On parlerait plutôt d'une dépense de 150 milliards. Puis ça veut dire que les coûts reliés à l'usure diminueraient aussi, là, des 2 tiers, ce qui reviendrait à environ 5 sous le kilowattheure. C'est quand même plus raisonnable, là. Souvenez-vous, là, quand même, au début, on a commencé avec la solution nucléaire à 40 milliards de dollars, avec des coûts d'opération d'à peu près 2 à 3 sous le kilowattheure, pour des centrales qui vont rouler 95 du temps pendant 60 ans, puis quand elles vont s'arrêter, c'est quand on va le décider. Puis de l'autre côté, du côté éolien, si on veut une alimentation continue avec 3 jours de réserve, pas 3 ans, là, 3 jours, on parle d'une solution à 270 milliards. Aspect verdure, maintenant. On n'oublie pas 1/5 de litre d'essence nécessaire pour chaque dollar dépensé. Alors, on ressort l'outil indispensable à tout citoyen engagé. 270 milliards multiplié par 1/5 de litre. On dirait bien que ça va prendre 54 milliards de litres d'essence pour construire la solution éolienne, qu'on appelle parfois aussi la solution verte. Puis à tous les 10 ans, il va falloir recycler 12 millions de tonnes de batteries pour en construire des nouvelles. Et à tous les 25 ans, il va falloir faire la même chose avec les éoliennes. Puis si les Ontariens ont 4 jours sans vent, ça va être le chaos. Parce que ça va arriver plusieurs fois par année. C'est dommage. C'est tellement beau une éolienne, c'est vrai, là, c'est une merveille d'ingénierie, là. On fait juste en regarder tourner une, là, puis on dirait qu'on respire déjà mieux. Mais on a oublié un principe incontournable, c'est l'intermittence du vent et du soleil. Malheureusement, sur le front solaire, les nouvelles ne sont pas meilleures. Toutes les dépenses qu'on a évoquées pour l'éolien là, sont multipliées par un facteur de 3 à 5 pour l'énergie éolienne, dépendant de l'ensoleillement de votre région, là, pour l'énergie solaire, je veux dire. Donc, le solaire, 3 à 5 fois plus cher que l'éolien. Mais on est peut-être dans l'erreur là, ici ce soir. On a fait des calculs simples, on n'est pas des spécialistes, on a juste une petite calculatrice à 10 $. Alors, si vous en avez fait des calculs pour comparer les différentes filières énergétiques, là, puis si vous arrivez à des conclusions différentes, bien là, il faut absolument que vous nous en parliez. Okay? Si on est dans l'erreur, il ne faut pas nous laisser errer comme ça. Là, on a besoin de vous aussi. Là. Okay? Puis si actuellement vous nous regardez sur Internet, bien, écrivez-nous. Ou bien venez à la prochaine rencontre. Là, il faut qu'on en discute. Mon Dieu, le temps passe vite. Là. Mais pour le moment, je voudrais simplement conclure cette petite parenthèse en vous disant jusqu'à quel point on est étonné. Puis franchement déçu. Parce que ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on étudie la question des énergies vertes. Quand je dis nous, je parle de vos animateurs ici. On n'a jamais vu un journaliste à la télé ou dans un média écrit comparer les énergies vertes et les énergies plus traditionnelles sur un pied d'égalité. On ne parle jamais des ressources que ça implique à grande échelle. Puis surtout,
On ne parle jamais de la nécessité d'accumuler d'immenses quantités d'énergie si on veut compenser l'intermittence des énergies dites renouvelables. Alors, on tenait beaucoup ce soir à faire avec vous cette petite analyse comparative, si on peut dire, des différentes filières, là, parce qu'on trouve que c'est un exemple qui est tellement clair pour illustrer le danger de trop déléguer notre compréhension du monde aux médias. Puis on espère aussi qu'une petite analyse comme ça, bien, ça nous aide à prendre confiance en nous-mêmes en tant que citoyens. On a pu voir que même si on n'est pas des spécialistes, là, si on s'entraide un peu, si on a accès à Internet, puis qu'on investit 10 $ pour une calculatrice, bien, on peut faire un méchant bout de chemin ensemble pour réussir à extraire les principes là, essentiels qui nous permettent de comprendre des dossiers en apparence aussi complexes que celui de l'énergie. Puis, être capable, en tant que citoyen, de faire le tri entre les bonnes idées et les mauvaises idées, bien, ça influence nos choix électoraux. Puis, ultimement, ça a certainement un impact énorme sur notre qualité de vie puis sur la force de notre démocratie. Là, je m'aventure un peu, là, mais on sait bien qu'une vraie souveraineté dans un pays appauvri, c'est pas mal plus difficile que dans un pays industrialisé. Puis, il y a des choix qui peuvent nous appauvrir. Projetons-nous dans 50 ans, tiens. Il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de gaz naturel, le charbon, il n'en restera plus beaucoup. Bon, ici au Québec, on a l'hydroélectricité pour 40 de nos besoins. Là. On essaye souvent d'oublier que le carburant fossile représente quand même 50 %. Alors, on parle tout le temps d'électricité, mais il y a quand même 50 % pétrole et gaz naturel. Mais nos voisins en Ontario, eux, ils ne l'oublient pas. On va parler d'eux, tiens, une dernière fois, parce que leur situation, dans le fond, elle ressemble beaucoup à celle de 95 % de l'humanité. Donc, dans 50 ans, il n'y aura plus de carburant fossile. Il va leur rester deux options, l'uranium puis le vent. Au niveau d'énergie qu'ils consomment en ce moment, là, la différence entre les deux filières, c'est 100 milliards de dollars par année. 25 pour le nucléaire, 125 pour l'éolien. Alors, s'ils font ce choix-là, imaginez 100 milliards de ressources qui vont détourner à chaque année vers leur industrie éolienne. C'est autant de ressources qu'ils ne pourront pas consacrer à soutenir les humains qui vont vivre sur leur territoire. Imaginez 100 milliards de moins par année en recherche et développement, en renouvellement des infrastructures, en éducation, en soins de santé. Alors, vous savez ce qui risque d'arriver? Il risque d'arriver ce qui est arrivé en Russie il y a 20 ans. Vous savez, quand l'Empire soviétique s'est effondré, là, on est allé les aider à se convertir à l'économie de marché. Ils ont appelé ça la thérapie de choc. C'est pas une farce, ils appelaient ça la thérapie de choc. Une usine n'est pas rentable, on la ferme. Ils ont fermé tellement d'usines, les revenus réels des gens ont tellement baissé, ils n'arrivaient plus à financer leurs services publics. Les conditions de vie se sont tellement effondrées que l'espérance de vie dans certains coins de la Russie là, est passée de 65 à 50 ans. Mais quand les conditions de vie sont tellement mauvaises qu'on meurt 15 ans plus tôt, là, on ne fait pas juste perdre des années. Là. C'est une vie plus courte, mais c'est aussi une vie de privation puis de souffrance. Okay? Là, on parle de chômage, donc de chômeurs frustrés, d'alcoolisme, de violence familiale. Ça veut dire aussi une jeunesse qui a pas mal moins d'espoir en l'avenir. Puis pour oublier, bien, on le sait, alcool, drogue, criminalité pour payer tout ça, évidemment. On s'embarque, là. Hein? En Europe, là, ceux qui font des marches pour la décroissance, là, je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qu'ils nous proposent. Là. Mais s'ils veulent comprendre un peu mieux, là, ils ont juste à aller faire un tour en Russie. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont ranger leur pancarte. Vous savez, ici au Québec, là, une espérance de vie de 80 ans, là, ça ne nous tombe pas dessus comme ça. Là. Il faut travailler fort, puis il faut consacrer beaucoup de ressources à ça. Alors, puis pour produire tout ça, bien, ça prend beaucoup d'énergie. Alors, la grosse parenthèse qu'on vient de faire au sujet des énergies vertes, là, puis des dangers de la décroissance, bien, on espère que tout ça, ça jette un éclairage un peu plus favorable sur la perspective pour l'humanité de pouvoir récupérer toute l'énergie disponible dans les déchets nucléaires, tout en les détruisant dans le processus, bien entendu. Alors, pour nous mettre en appétit, il ne faut pas oublier que les 1,2 million de tonnes de déchets entreposés et disponibles, bien, dans ces 1,2 million de tonnes-là, il y a 2 fois plus d'énergie que dans toutes les réserves de carburant fossile que l'humanité connaît. C'est trop beau pour être vrai. Hein? Donc, vous ne voulez pas me croire sur parole. Vous voulez qu'on prenne une dizaine de minutes pour regarder ça en détail. Hein?